Hier encore, le Burkina Faso n'était qu'un synonyme d'instabilité. Aujourd'hui, dans le même espace, la guerre continue, mais 65 kilomètres de routes urbaines sont rénovées, des fossés en pierre apparaissent, et des forums citoyens réunissent plus de 26 000 participants pendant que des campagnes de nettoyage et de plantation d'arbres deviennent régulières. Que change ce basculement pour un public qui observe Ibrahim Traoré lancer des initiatives, puis exiger que chacun passe du statut de bénéficiaire à celui d'acteur? Et quand, en juillet 2024, des tracteurs, des semences subventionnées et des unités de traitement s'ajoutent à la mobilisation, l'idée d'autonomie cesse d'être abstraite. Ce récit promet une chose précise: montrer comment des politiques publiques, souvent perçues comme lointaines, se traduisent en effets concrets, mesurables dans la vie quotidienne. L'enjeu n'est pas seulement institutionnel, il touche la capacité d'un État à agir sous contraintes sécuritaires tout en maintenant un agenda de développement visible. À travers l'exemple du Burkina Faso, l'analyse s'attache à ce que ces choix impliquent pour les citoyens ordinaires, pour les jeunes, pour les agriculteurs et pour les services publics de base. Le fil conducteur repose sur une question simple: comment un pays peut-il simultanément combattre l'urgence et préparer le long terme sans dépendre entièrement de l'extérieur? En observant les décisions prises sous Ibrahim Traoré, il devient possible d'évaluer ce qui relève d'une stratégie structurée et ce qui demeure expérimental. Pour le spectateur, l'intérêt est double: comprendre les mécanismes à l'œuvre, derrière les annonces officielles, et mesurer les limites réelles d'un modèle qui se construit sous pression. Cette partie pose donc les attentes: distinguer les résultats tangibles des intentions et identifier ce qui peut être durablement reproductible. En moins de 3 ans, plus de 65 kilomètres de routes urbaines ont été rénovées et plus de 26 000 citoyens ont participé directement à des forums civiques régionaux. Ces deux chiffres, rarement associés dans des contextes de conflits actifs, signalent un choix stratégique: avancer sur le développement sans attendre la fin complète de l'insécurité. Sous Ibrahim Traoré, cette logique rompt avec une séquence classique où la reconstruction vient toujours après la stabilisation totale. Ici, les deux processus sont menés en parallèle, au risque d'erreur, mais avec une visibilité immédiate. Le contexte dans lequel ces décisions émergent reste pourtant contraignant. Le Burkina Faso demeure confronté à des groupes armés actifs sur plusieurs frontières, à des pressions diplomatiques régionales et à une économie fragilisée par des années de dépendance extérieure. Dans ce cadre, la priorité donnée à la mobilisation interne marque une inflexion nette. Les initiatives présidentielles ne se limitent pas à des annonces sectorielles isolées. Elles s'articulent autour d'une idée centrale: replacer la population au cœur de l'action publique. Le programme présidentiel de développement communautaire illustre ce basculement en demandant aux citoyens de participer directement à la construction, à l'entretien et à la gestion d'infrastructures locales. Cette approche modifie la relation classique entre l'État et la société. Les habitants ne sont plus seulement bénéficiaires de subventions ou d'aides ponctuelles, mais coproducteurs d'actions visibles. Les routes construites ou rénovées par des brigades locales, les campagnes de nettoyage régulières et les journées de plantation d'arbres créent des effets rapides, parfois modestes individuellement, mais cumulés à l'échelle nationale. Ibrahim Traoré insiste sur cette accumulation graduelle, considérant chaque action comme un signal politique autant qu'un service rendu. Ce choix comporte néanmoins une part d'incertitude. Avancer sur plusieurs fronts simultanément exige des ressources humaines, financières et organisationnelles importantes.
alors même que le pays reste sous tension sécuritaire. La mini-révélation tient donc dans ce paradoxe assumé. Agir maintenant, malgré les risques, pour transformer la perception de ce qui est possible à court terme. Reste une question centrale. Cette dynamique peut-elle se maintenir sans s'essouffler face aux contraintes persistantes? À l'échelle locale, les premières traductions concrètes de ces orientations apparaissent à travers des figures ordinaires plutôt que des institutions abstraites. Dans plusieurs communes urbaines et périurbaines, des brigades citoyennes ont été constituées pour réhabiliter des voies secondaires, curer des caniveaux en pierre et organiser des journées de salubrité régulières. Ces actions ne reposent pas uniquement sur des financements centraux, mais sur une combinaison de coordination publique et de participation communautaire. Les habitants apportent du temps, des matériaux simples ou une main-d'œuvre volontaire, tandis que l'État fournit un appui technique et logistique. Ce schéma produit des effets rapides, visibles, sans attendre des projets lourds à long cycle. Une route praticable réduit immédiatement le temps de déplacement, facilite l'accès au marché et améliore la circulation des services de base. De la même manière, les campagnes de nettoyage et de plantation d'arbres transforment l'environnement quotidien et renforcent un sentiment d'appropriation collective. Ces changements restent modestes, pris isolément, mais ils s'additionnent dans la durée. Les forums citoyens organisés dans les anciennes régions jouent un rôle complémentaire. Ils ne se limitent pas à des espaces de consultation symboliques, mais servent de plateforme où sont discutées responsabilités civiques, priorités locales et attentes vis-à-vis de l'administration. Cette interaction directe modifie la perception du pouvoir central, souvent jugé distant. Dans ce cadre, la parole officielle, portée par Ibrahim Traoré, s'appuie sur des relais locaux capables de traduire des orientations nationales en actions concrètes. C'est là que l'essentiel devient tangible. Lorsque les citoyens voient des résultats immédiats issus de leur propre implication, la notion de participation cesse d'être théorique. Reste toutefois à mesurer si cette dynamique peut s'institutionnaliser durablement sans dépendre uniquement de l'élan initial. Avant, la plupart des programmes publics suivaient une logique séquentielle: sécuriser, puis reconstruire, puis seulement envisager le développement. Après l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré, cette chronologie a été volontairement compressée. La rupture ne tient pas seulement à la multiplication des initiatives, mais à leur activation simultanée sur plusieurs fronts jugés vitaux: agriculture, santé, éducation, sport et infrastructures routières sont engagés en parallèle, créant une impression de chantier permanent à l'échelle nationale. La première phase correspond à l'activation. Dès le lancement du programme présidentiel de développement communautaire, les collectivités locales sont invitées à ne plus attendre des allocations budgétaires limitées, mais à organiser elles-mêmes des réponses pratiques avec un appui technique de l'État. Cette logique s'étend rapidement à d'autres secteurs. Dans l'agriculture, l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire marque un tournant. L'objectif n'est plus uniquement de soutenir la production, mais de sécuriser l'ensemble de la chaîne depuis la semence jusqu'à la transformation. Ce basculement place la question alimentaire au rang de priorité stratégique. La deuxième phase est celle de la montée en intensité. Des moyens matériels concrets sont mobilisés. Tracteurs mis à disposition gratuitement pour les agriculteurs vulnérables, semences subventionnées à hauteur de 90%, engrais distribués à grande échelle. En parallèle, des unités de transformation sont équipées afin d'éviter la vente de produits bruts à faible valeur ajoutée.
Sous Ibrahim Traoré, cette articulation entre production et transformation vise à retenir la valeur économique sur le territoire national. Les chiffres avancés, qu'il s'agisse de tonnes de riz traités ou de revenus générés, servent moins à impressionner qu'à démontrer une capacité d'exécution. La troisième phase correspond aux répliques. Une fois la sécurité alimentaire engagée, d'autres fronts sont ouverts. La santé devient un enjeu de souveraineté avec la création de centres médicaux communautaires conçus comme des structures complètes, équipées et dotées en personnel avant leur mise en service. L'éducation suit une trajectoire comparable, avec une réforme qui couvre l'ensemble du cycle, du préscolaire à l'université, et qui intègre formation professionnelle et transport scolaire. Le sport, souvent perçu comme secondaire, est intégré comme vecteur d'unité nationale et de projection internationale. Cette succession rapide d'événements produit un effet cumulatif. Chaque initiative renforce les autres, créant une narration cohérente autour de l'autonomie et de la participation. Toutefois, cette accélération comporte des risques. La gestion simultanée de multiples chantiers exige une coordination administrative forte et une capacité de suivi constante. Le choix d'Ibrahim Traoré de privilégier l'action immédiate sur l'attentisme stratégique constitue donc un pari. Auparavant, la fragmentation et la dépendance dominaient. Aujourd'hui, l'objectif est d'installer une dynamique où l'État et les citoyens avancent ensemble, malgré les contraintes persistantes. Tout commence avec une agriculture majoritairement dépendante d'importations et de rendements fragiles. Puis, en moins de 2 ans, des volumes, des équipements et des capacités de transformation apparaissent à une échelle inhabituelle pour un pays sous pression sécuritaire. Pour comprendre la logique chiffrée derrière les discours politiques portés par Ibrahim Traoré, on peut partir d'une situation de départ puis observer l'écart créé par les mesures prises. D'abord, la mécanisation agricole est ciblée. 364 tracteurs ont été mis à disposition d'agriculteurs vulnérables pour le labour gratuit des terres. L'AD est simple. La mécanisation réduit le temps de culture et augmente les surfaces exploitables rapidement. Ce chiffre ne signifie pas une industrialisation totale, mais un changement d'échelle pour des producteurs jusque-là limités par des moyens manuels. L'effet attendu est immédiat sur la capacité de mise en culture, surtout dans les zones où la main-d'œuvre est rare ou mobilisée ailleurs. Ensuite viennent les intrants subventionnés. Plus de 1 000 tonnes de semences améliorées ont été distribuées avec une subvention de 90%, complétée par plus de 5 000 tonnes d'engrais NPK, 3 100 tonnes d'urée et 6 000 tonnes d'engrais organiques. Ici, la subvention massive abaisse le coût initial et sécurise la campagne agricole. Le choix de limiter la contribution des agriculteurs à 10% vise à lever la barrière financière tout en maintenant une logique de responsabilité. Cette combinaison cherche à restaurer des sols appauvris par le temps et les conflits, tout en stabilisant les rendements. Puis la transformation et la valeur ajoutée deviennent un pivot. 17 unités de traitement ont été équipées de machines de tri optique permettant d'atteindre un standard commercial plus élevé pour le riz local. Entre 2023 et 2025, plus de 47 000 tonnes de riz ont été traitées, dont 20 500 tonnes mises sur le marché et 2 800 tonnes versées aux réserves stratégiques. La transformation locale retient la valeur économique et réduit la dépendance aux importations. Les 6,9 milliards de francs CFA de revenus générés illustrent ce déplacement de la valeur du brut vers le transformé. À ces données s'ajoute un indicateur émergent, celui de l'aquaculture.
110 cages flottantes et 200 cages mobiles ont été installées, avec une production projetée dépassant 1000 tonnes de poissons par an lorsque le système est pleinement opérationnel. Ce chiffre reste prospectif, mais il signale une tentative de diversification dans un environnement traditionnellement aride. Pris isolément, chaque nombre peut sembler limité. Pris ensemble, ils dessinent une trajectoire. La stratégie chiffrée ne vise pas la perfection statistique, mais la crédibilité opérationnelle. Sous Ibrahim Traoré, l'usage des données sert à montrer qu'une exécution est en cours, mesurable et ajustable. La question clé n'est donc pas seulement l'ampleur actuelle, mais la capacité à maintenir ces deltas dans le temps sans rupture logistique ou financière. La critique la plus structurée adressée à cette trajectoire repose sur deux arguments majeurs. D'un côté, lancer simultanément des chantiers agricoles, sanitaires, éducatifs et infrastructurels dans un contexte d'insécurité chronique risque de disperser des ressources déjà limitées. Selon cette lecture, la priorité aurait dû rester strictement sécuritaire, quitte à reporter le développement à plus tard. De l'autre, l'accumulation de chiffres et de projets visibles pourrait masquer des fragilités de fond, notamment en matière de soutenabilité budgétaire, de capacité administrative et de maintenance à long terme des infrastructures créées. Ces objections méritent d'être prises au sérieux. L'histoire récente de la région montre que de nombreux programmes ambitieux ont échoué faute de continuité, d'entretien ou d'appropriation locale. De plus, agir sous pression sécuritaire augmente mécaniquement les risques de retard, de détournement ou de projets inachevés. D'un point de vue strictement prudentiel, le scepticisme apparaît donc rationnel. La réponse apportée par les faits observables introduit cependant une nuance importante. Les initiatives engagées sous Ibrahim Traoré ne reposent pas exclusivement sur des investissements lourds et centralisés, mais sur une logique de diffusion des responsabilités. La mobilisation communautaire, qu'il s'agisse des brigades routières ou de la participation citoyenne aux programmes locaux, réduit partiellement la charge directe pesant sur l'État. Ce modèle n'élimine pas les risques, mais il les redistribue. Sur le plan budgétaire, la priorité donnée à la transformation locale et à la rétention de valeur économique constitue un élément de réponse. Les revenus issus de la transformation agricole, même encore modestes à l'échelle macroéconomique, créent des marges internes là où il n'y en avait pas auparavant. De même, la réduction progressive des évacuations sanitaires à l'étranger et des importations alimentaires vise à limiter des sorties de devises structurelles. Enfin, l'argument de la dispersion doit être mis en regard du choix stratégique assumé. Ne pas attendre une stabilisation parfaite pour agir. Ibrahim Traoré parie sur l'idée qu'un État visible et opérationnel renforce la résilience sociale, ce qui, à terme, peut aussi soutenir l'effort sécuritaire. La critique demeure valide sur les risques, mais les données disponibles suggèrent une cohérence interne plutôt qu'une simple accumulation désordonnée. Ce point médian révèle un déplacement stratégique souvent sous-estimé. Les initiatives ne cherchent plus seulement à produire des résultats sectoriels, mais à synchroniser des fonctions vitales de l'État autour d'un même objectif d'autonomie. Sous Ibrahim Traoré, agriculture, santé, éducation et infrastructure cessent d'être des politiques parallèles pour devenir des leviers interdépendants. Le changement n'est pas spectaculaire par un seul geste, mais par l'alignement progressif de décisions qui se renforcent mutuellement. Là où cette bascule devient visible, c'est dans la circulation concrète des effets. Les routes rénovées facilitent l'acheminement des produits agricoles vers les unités de transformation. Les revenus issus de cette transformation soutiennent l'activité locale et réduisent
la dépendance aux importations. Les centres médicaux communautaires, implantés hors des capitales, diminuent les déplacements coûteux et libèrent des ressources familiales. L'éducation et la formation professionnelle, rapprochées des pôles de production, alimentent directement ces nouveaux besoins économiques. Le révélateur central tient donc moins à un programme isolé qu'à la cohérence d'ensemble. Ibrahim Traoré ne présente pas ses politiques comme des succès achevés, mais comme un système en construction. Ce moment charnière invite à relire les chiffres et les chantiers précédents sous un autre angle, non plus comme une accumulation, mais comme une architecture. La question se déplace alors. Ce système peut-il résister au choc à venir sans perdre sa cohésion? Les effets de cette stratégie se lisent différemment selon les groupes concernés, mais ils convergent vers un même point, une modification progressive des conditions de vie et des marges de décision. Pour l'administration publique, le premier impact est organisationnel. Les programmes intégrés obligent les services de l'État à coopérer davantage entre secteurs, réduisant les silos traditionnels. Sous Ibrahim Traoré, cette coordination devient une exigence opérationnelle, car une route, un centre de santé ou une unité de transformation n'ont de sens que s'ils fonctionnent ensemble. Le résultat reste imparfait, mais la logique d'ensemble modifie les pratiques. Pour les acteurs économiques locaux, en particulier les agriculteurs et les petites entreprises de transformation, l'effet est plus directement mesurable. L'accès à des intrants subventionnés, à des équipements partagés et à des unités de traitement permet de sécuriser la production et de stabiliser les revenus. La mise sur le marché de produits transformés localement plutôt que vendus à l'état brut change la structure de la valeur ajoutée. Même lorsque les volumes restent limités, la prévisibilité améliore la capacité d'investissement et de planification à court terme. Du côté des ménages, les conséquences se manifestent par une réduction de certaines vulnérabilités. La proximité des centres médicaux communautaires diminue les coûts liés aux évacuations sanitaires lointaines. Chaque intervention réalisée localement représente un gain financier et un gain de temps pour les familles. De la même manière, la construction d'écoles et l'organisation du transport scolaire réduisent les abandons liés à l'éloignement géographique. Ces effets ne transforment pas instantanément les indicateurs nationaux, mais ils modifient les arbitrages quotidiens. À l'échelle territoriale et régionale, la perception externe évolue également. Les infrastructures sportives, éducatives et routières créent des pôles d'activité qui attirent services, événements et échanges. Le pays n'apparaît plus uniquement comme une zone d'urgence, mais comme un espace en recomposition. Ibrahim Traoré insiste sur cette dimension symbolique. Montrer que des réalisations concrètes existent renforce la crédibilité diplomatique et la capacité à négocier sur un pied plus égal. Ces quatre lectures dessinent un même constat. Les conséquences ne sont ni uniformes ni achevées, mais elles s'inscrivent dans une trajectoire identifiable. Le bénéfice principal réside peut-être dans ce déplacement des attentes, passer de la survie immédiate à la projection minimale. Reste à savoir si cette dynamique peut être élargie sans créer de nouvelles fractures. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs trajectoires plausibles peuvent se dessiner selon des facteurs déjà visibles. Une première possibilité repose sur la continuité. Si les initiatives actuelles se maintiennent à rythme constant, sans accélération majeure ni rupture, les effets cumulés devraient ne rester localisés mais stables. La production agricole transformée continuerait d'alimenter le marché intérieur, les centres médicaux communautaires réduiraient progressivement la pression sur les hôpitaux centraux, et les infrastructures éducatives poursuivraient leur déploiement par étapes. Dans ce cadre, sous Ibrahim Traoré,
L'État consoliderait une crédibilité d'exécution sans pour autant changer radicalement les équilibres macroéconomiques. Une possibilité plus favorable supposerait une synchronisation plus efficace des leviers existants. Si les chaînes logistiques agricoles gagnent en fluidité, si la formation professionnelle alimente réellement les besoins des unités de transformation, et si les infrastructures routières réduisent davantage les coûts de transport, un effet d'entraînement devient possible. Dans cette hypothèse, la valeur ajoutée locale augmenterait plus rapidement, créant des marges budgétaires internes. Les indicateurs sociaux, notamment en santé et en éducation, pourraient alors montrer des améliorations plus visibles. Ce scénario repose toutefois sur une condition clé, la capacité administrative à suivre, coordonner et ajuster les programmes en temps réel. À l'inverse, une possibilité plus défavorable met en lumière les vulnérabilités. Une dégradation sécuritaire, des retards de financement ou une saturation des capacités humaines pourrait fragiliser l'ensemble. Dans ce cas, certains projets resteraient inachevés, la maintenance ferait défaut et la confiance citoyenne pourrait s'éroder. L'accumulation de chantiers deviendrait alors un fardeau plutôt qu'un levier. Ce risque est explicitement reconnu par les autorités, mais il demeure présent tant que les contraintes structurelles persistent. Face à ces possibilités, une manière utile de lire la situation s'impose. Plutôt que de juger ces politiques sur une promesse de transformation rapide, il est plus pertinent de les analyser comme un système conditionnel. Si les interactions entre agriculture, santé, éducation et infrastructure continuent de se renforcer, alors la trajectoire peut se consolider. Sinon, les limites apparaîtront rapidement. Cette approche permet d'évaluer l'action d'Ibrahim Traoré sans l'idéaliser ni la disqualifier prématurément. À ce stade, la question se rapproche du spectateur et de ce que ces dynamiques impliquent concrètement. Pour les citoyens burkinabés, l'impact potentiel se mesure d'abord en termes de choix quotidiens. Lorsque des services de santé sont accessibles à proximité, les décisions familiales ne sont plus dictées uniquement par l'urgence ou l'endettement. De même, lorsque l'école et la formation professionnelle deviennent plus proches et mieux reliées aux réalités économiques locales, l'horizon des jeunes cesse d'être exclusivement migratoire. Pour les acteurs de la société civile et des collectivités locales, cette trajectoire ouvre un espace d'initiative. La logique de participation mise en avant sous Ibrahim Traoré suppose que les communautés ne soient plus de simples exécutantes, mais des partenaires partiels de l'action publique. Cela implique davantage de responsabilité, mais aussi une capacité accrue à orienter des priorités locales. Le bénéfice n'est pas immédiat, mais il modifie la relation au pouvoir central. Pour les observateurs extérieurs, qu'ils soient africains ou internationaux, le cas burkinabé invite à une lecture nuancée. Il ne s'agit pas d'un modèle clé en main, mais d'une expérimentation sous contrainte. L'intérêt réside dans la tentative de combiner souveraineté, participation et exécution concrète sans attendre des conditions idéales. Cette approche peut inspirer tout en rappelant les limites structurelles auxquelles font face de nombreux États fragiles. Enfin, pour le spectateur en tant que citoyen global, cette trajectoire pose une question plus large. Que signifie réellement le développement lorsqu'il est conçu de l'intérieur et non importé comme un schéma extérieur? Les initiatives observées ne promettent pas une transformation rapide, mais elles suggèrent une redéfinition progressive des attentes. Comprendre cette logique permet de dépasser une lecture binaire entre succès proclamé et échec annoncé et d'appréhender le processus comme un chemin incertain mais intentionnel. La logique qui se dessine appelle désormais une structuration plus explicite des prochaines étapes. La feuille de route mise en avant sous Ibrahim Traoré repose sur une séquence d'actions coordonnées
plutôt que sur un plan unique figé. D'abord, il s'agit de consolider l'existant. Cela implique d'achever les infrastructures déjà lancées, de garantir leur équipement complet et de former les personnels nécessaires avant toute nouvelle extension. Sans cette phase, l'accumulation de projets risquerait de diluer l'impact réel. Ensuite, il faut renforcer les capacités locales de gestion. Les programmes agricoles, sanitaires et éducatifs exigent un suivi continu. La formation de cadres intermédiaires capables de gérer des centres médicaux communautaires, des unités de transformation ou des établissements scolaires devient donc prioritaire. Cette étape vise à réduire la dépendance à une supervision centrale permanente et à ancrer les compétences dans les territoires. Puis, il devient essentiel de mesurer et d'ajuster les données déjà produites sur la production agricole, la fréquentation des centres de santé ou la scolarisation doivent être utilisés comme outils de pilotage. L'objectif n'est pas la communication, mais l'identification rapide des blocages des schémas et des écarts entre objectifs et résultats. Cette culture de l'évaluation conditionne la crédibilité de l'ensemble. Parallèlement, il faut sécuriser les chaînes de valeur. La transformation locale n'a de sens que si les débouchés sont stables. Cela suppose une coordination entre production, transport, stockage et commercialisation, ainsi qu'une attention particulière aux coûts logistiques. Enfin, l'engagement citoyen doit être entretenu. Maintenir l'engagement observé exige de la transparence, des retours concrets et une reconnaissance des contributions locales. Sous Ibrahim Traoré, cette feuille de route se veut évolutive. Chaque étape dépend de la réussite de la précédente sans promesse de résultats immédiats, mais avec une direction clairement assumée. Le fil émotionnel de ce parcours ramène à des scènes simples observées plus tôt. Des habitants réparant une route secondaire, des volontaires nettoyant un quartier, des parents voyant un centre de santé fonctionner près de chez eux. Ces images, modestes en apparence, donnent un sens concret aux orientations décrites. Elles rappellent que les politiques publiques ne se mesurent pas uniquement en plans ou en chiffres, mais dans la manière dont elles transforment des gestes ordinaires en habitudes collectives. Sous Ibrahim Traoré, cette dimension symbolique est assumée. Chaque chantier, chaque programme, chaque appel à la participation renvoie à une idée récurrente. L'État n'agit pas seul et la société ne reste pas spectatrice. Le retour constant à l'échelle locale, déjà visible dans les premières initiatives communautaires, sert de rappel émotionnel au cœur de la stratégie. La souveraineté évoquée n'est pas abstraite. Elle se manifeste dans la capacité à construire, maintenir et utiliser ce qui a été créé ensemble. Cette conclusion ne prétend pas clore le récit sur une certitude. Elle souligne plutôt un changement de posture. Là où dominait autrefois l'attente ou la dépendance, s'installe progressivement une logique d'implication. Le motif central reste le même du début à la fin. Faire, même imparfaitement, plutôt que différer indéfiniment. La phrase qui s'impose alors comme point d'ancrage est simple. Une société se transforme quand ses membres se reconnaissent comme acteurs, pas seulement comme bénéficiaires. Au terme de ce parcours, il ne s'agit pas de conclure par un verdict définitif, mais d'ouvrir un espace de réflexion collective. Les transformations décrites au Burkina Faso ne forment ni un miracle ni un échec annoncé. Elles constituent un processus en cours, observé sous contrainte et ajusté en permanence. Sous Ibrahim Traoré, le message implicite adressé à la société comme aux observateurs extérieurs est clair. Le développement n'est pas un événement ponctuel, mais une pratique répétée, parfois laborieuse, souvent incomplète. Ce récit invite donc à dépasser la simple consommation d'informations. Il pose une question plus large sur la manière dont les sociétés évaluent le changement. Faut-il attendre des résultats parfaits pour reconnaître une trajectoire,
ou accepter l'incertitude comme partie intégrante de l'action publique. Pour le spectateur, l'enjeu est aussi personnel. Quelles formes de participation, même modestes, rendent une transformation crédible et durable? La discussion reste ouverte. Ces initiatives peuvent évoluer, se corriger ou se heurter à des limites réelles. Mais elles offrent un terrain d'observation précieux sur la façon dont un État et sa population tentent de redéfinir leurs priorités ensemble. À ce stade, la question n'est pas de trancher, mais d'échanger. Que retenez-vous de cette trajectoire et quels critères utilisez-vous pour juger qu'un changement est réellement en train de s'opérer?